Je voudrais maintenant qu'on évoque cette petite phrase choc d'un des plus hauts gradés de l'OTAN et qui fait beaucoup de bruit. Nous sommes prêts à une confrontation directe avec la Russie. Alors on va mettre tout le contexte qu'il faut autour de cette phrase. Il n'empêche, elle révèle sans doute l'existence d'un plan caché, en tout cas d'un plan qu'on n'a pas évoqué, pas forcément caché, mais vous nous en direz plus. Non, mais parce que vous vous rappelez, on en a parlé il y a 15 jours. Mais justement, on va revenir sur ces déclarations. C'est vous qui nous avez mis la puce à l'oreille. Ce plan de l'OTAN, dont personne n'a parlé, qui engage les troupes occidentales au sol. Non, ça n'est pas une vue de l'esprit. Oui, ce plan existe. Et vous nous direz, c'est bien le minimum. Parce que tout s'explique par le contexte. D'abord, qui a prononcé cette phrase ? Dans quel environnement ? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'OTAN prête à une confrontation directe avec la Russie. Qui affirme cela ? Eh bien, ces déclarations, on les doit à cet homme, le lieutenant-amiral Rob Bauer. Il a 60 ans, il est néerlandais. C'est surtout le président du comité militaire de l'OTAN, la plus haute instance militaire de l'Alliance, chargée notamment d'établir les stratégies de l'armée. Rob Bauer est donc le militaire le plus haut placé au sein de l'Alliance transatlantique. Et ce week-end, lors d'une interview donnée à la télévision portugaise, il prévient « l'OTAN est prête à faire la guerre à la Russie ». Écoutez. We are facing a threat, which is Russia, that is coming to us uninvited at a moment of their choosing. So we have to be much more ready. We have no time to prepare because it is up to them when they come. We are ready to a direct confrontation with Russia. We are. Voilà pour cette phrase. Rob Bauer ne s'arrête pas là, il délivre un autre message aussi, Quentin. Oui, Rob Bauer leur demande aux alliés occidentaux de se préparer eux aussi à cette guerre. Pour gagner la guerre contre la Russie, si elle devait avoir lieu, les membres de l'OTAN doivent, sans exception, transformer leur économie en économie de guerre. Certain raw materials, certain production facilities that are required for defense production instead of for civilian production. If you know that in the first 4 years of the United States, in the United States in the Second World War, in the Ford factories, there was no civilian cars made, but only military production. We have to have this debate on prioritization. And that is, in a way, talking about a wartime economy. Alors, comment interpréter ces déclarations ? Est-ce qu'elles se situent dans une perspective offensive ou strictement défensive ? C'est-à-dire si l'OTAN était attaquée, un des pays de l'OTAN était attaqué sur son sol par les troupes russes. Vous nous donnerez votre sentiment là-dessus, mais ce qu'on peut dire, Quentin, c'est qu'il y a bien dans les cartons de l'OTAN un plan d'intervention de troupes occidentales au sol contre la Russie. Oui, et c'est vous, Général Trinquant, qui leviez le voile justement sur cette réalité il y a plusieurs jours. Les experts de l'Alliance y travaillent depuis des mois. Depuis le 24 février même, vous nous expliquiez, l'OTAN prépare ses troupes au sol en cas de dérapage russe. C'est son devoir. Autrement dit, il est du devoir de l'OTAN de se préparer à un débordement russe sur le sol occidental. D'ailleurs, depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ont été déployés sur le flanc oriental de l'OTAN, en Roumanie par exemple, ou encore en Pologne, dans les pays baltes, des pays voisins de l'Ukraine, mais également au nord, voisins de la Russie. Cet été, l'OTAN a également décidé d'augmenter sa force de réaction, autrement dit son armée, de 40 000 à 300 000 hommes. Le renforcement est aussi militaire. La France a par exemple positionné une douzaine de chars Leclerc en Roumanie et également 2 destroyers américains supplémentaires eux aussi, capables de tirer des missiles balistiques, vont également traverser l'Atlantique dans les prochaines semaines pour stationner en Méditerranée. Quentin, et la question est très importante, je vous la poserai aussi, Général Trinquant, ce plan de l'OTAN est-il uniquement conçu pour riposter à une attaque russe ou bien l'envoi de troupes au sol est-il envisagé dans un autre contexte, dans un contexte offensif ? Pour le moment, on est clairement dans un contexte défensif, David. La ligne rouge serait que la Russie franchisse la frontière du territoire de l'OTAN, rappelle d'ailleurs Rob Bauer dans l'interview. Mais pour certains observateurs, un scénario plus offensif ne peut pas être totalement écarté. Gérard Araud, par exemple, ancien ambassadeur de France aux États-Unis,
explique « Nous avons franchi un seuil de notre engagement qui nous interdit d'accepter une défaite de l'Ukraine. Nous sommes allés trop loin pour reculer. » En clair, si la contre-offensive de Moscou, dont on parle depuis des semaines, aboutissait par exemple à la chute de Kiev, que ferait l'OTAN ? Eh bien, pour Jean-Dominique Merchet, éditorialiste à l'Opinion, qu'on connaît bien ici, la question d'intervenir militairement se poserait forcément. Écoutez. Dans quel cas la question pourrait se poser? Dans le cas, par exemple, d'une offensive russe de grande ampleur qui réussirait à percer le front, par exemple à Kiev ou ailleurs, dans le Donbass. Là, si l'armée ukrainienne était menacée de défaite, d'effondrement, la question pourrait se poser. Merci Quentin. Prenons les choses dans l'ordre, Général Trinquant. Premier point, Rob Bauer, quand il fait cette déclaration, qui est un peu ambiguë, peut-être maladroite, en tout cas un peu floue, est-ce qu'il l'a fait uniquement dans un contexte, dans une perspective défensive? Autrement dit, c'est uniquement si l'OTAN est attaquée sur son sol que l'OTAN est prête à une confrontation militaire directe avec la Russie. Bien sûr, c'est un militaire. Donc il agit dans le cadre du mandat politique qui est donné par le Conseil de l'Atlantique Nord. Et le Conseil de l'Atlantique Nord a toujours dit que l'OTAN était une alliance défensive et que c'est donc uniquement dans le cas d'une attaque de l'OTAN. Et je suis assez rassuré sur le fait que je ne suis pas trop has-been parce que la ligne rouge, souvenez-vous, c'est la ligne rouge que je cite tout le temps. Je dis la ligne rouge, c'est la frontière russe d'un côté et c'est la frontière de l'OTAN de l'autre côté. Et c'est ça qui compte. Avouez que c'est pas évident parce que quand il dit nous affrontons une menace qui est la Russie qui vient à nous, oui, qui vient à nous, pays de l'OTAN, sans y être invité, à un moment donné qu'ils sont choisis eux. Mais la Russie ne vient pas à nous, elle n'a pas l'intention d'attaquer un pays de l'OTAN, que l'on sache jusqu'à présent. Par définition, les militaires préparent toujours le pire. C'est le rôle. C'est le devoir des militaires de préparer le pire. Et le pire, eh bien, c'est que la frontière de l'OTAN soit attaquée par les Russes. Et donc, on doit s'y préparer. Ceci contribue à la dissuasion, au passage. C'est pour ça, parce qu'ils le savent très bien, et on le répète très souvent, les Russes le savent, ils ne peuvent pas le faire. Ils se prendront, pardonnez-moi une expression, une raclée. Ils n'arrivent pas à prendre des villages pendant des semaines contre l'armée ukrainienne. Comment voulez-vous qu'ils puissent affronter les armées de l'OTAN qui sont derrière les Européens, appuyés par la plus grande puissance militaire? Il faut bien avouer, pardonnez-moi, on va parler un peu de syntaxe, mais Rob Bauer, il n'utilise pas le conditionnel. Il ne dit pas si les Russes décidaient de venir nous menacer sur notre sol, alors nous devrions être plus que prêts. Il dit la Russie vient à nous. Mais parce que, à l'indicatif. Mais parce qu'il est dans le mouvement, bien sûr. Et vous citiez le fait que j'en avais parlé il y a un petit moment. Je rappelle que dans les années 90, lorsque j'étais au 2e corps d'armée, où je faisais les plans d'engagement du 2e corps d'armée, eh ben, on prévoyait l'arrivée des Soviétiques. C'est normal de prévoir. C'était normal de prévoir. Se préparer au pire. Donc voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on vous voit les chiffres, sans rentrer dans le détail des chiffres, on dit la force de réaction rapide de l'OTAN, c'était 40 000 hommes. Maintenant, ça passe à 300 000. Il y a 20 ans, elle était à 300 000. Et sauf que depuis, on n'a pas arrêté de baisser en permanence en disant on n'y croit pas, il n'y a plus de guerre, c'est plus possible, les budgets se cassent la figure, mais c'est normal, etc. etc. Juste une remarque. J'étais ce matin dans une ambassade d'un pays balte où était présent le chef d'état-major et ils sont sur la ligne de front. Et eux, je peux vous dire qu'ils disent, mais demain, ça peut nous arriver. Si vous regardez la carte, il n'y a pas besoin de traverser l'Ukraine pour être sur la ligne de l'OTAN. Mais pardon, aujourd'hui, ça semble inimaginable, notamment pour les raisons que vous avez exposées. Oui, mais on doit s'y préparer. Non, mais je suis d'accord. C'est totalement inimaginable. Je pense que les Russes ne feront jamais cette folie-là. Mais le 23 février, je ne pensais pas qu'ils feraient non plus la folie d'attaquer l'Ukraine. Donc voilà. Mais ceci étant, le rôle de l'OTAN, c'est de se préparer à cette option. On était plutôt dans un flou de la syntaxe, donc, que dans un flou de la doctrine. La doctrine, c'est préparons-nous au pire, donc à la confrontation directe. Oui, Vincent. Vous évoquiez à l'instant le lexique, David. À mon sens, à tort ou à raison, les mots sont pesés au trébuchet. Bauer ne dit pas nous sommes prêts à faire la guerre à la Russie, proactivement.
mais nous sommes prêts à une confrontation directe avec la Russie, donc confrontation déclenchée par Moscou. Alors, Donc, la Russie vient à nous sans y être invitée, comme si la Russie avait pour plan de franchir les frontières d'un pays de l'OTAN. Mais David, on n'en est pas là. Quand le projet russe avorté consiste à prendre le contrôle de toute l'Ukraine, car tel était bien le dessein initial, c'est la Russie qui vient aux frontières de l'OTAN. Mais elle y est déjà. Elle est aux frontières des pays baltes, elle est aux frontières de la Finlande. La Finlande n'est pas encore dans l'OTAN, mais elle va y être bientôt. Mais elle vient au contact de la Pologne, par exemple, de la Roumanie, de la Moldavie. Donc je pense que véritablement, il n'y a pas de dérapage lexical dans cette déclaration. Et d'ailleurs, il complète en disant, regardez, l'Irak, l'Afghanistan, bon, avec le bonheur inégal que l'on sait, c'est nous qui avons décidé d'y aller. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est dans la situation où il y aurait, et d'ailleurs vous avez employé le mot vous-même tout à l'heure en le citant, un dérapage russe. Et c'est la raison pour laquelle il insiste aussi dans la suite de l'entretien en disant qu'il considère Vladimir Poutine, est-il sincère ou pas, lui seul le sait, comme quelqu'un encore rationnel. Il dit qu'il est convaincu que Poutine et le Kremlin ne vont pas recourir à l'arme nucléaire. Donc il s'inscrit vraiment dans la fonction qui est la sienne. Se préparer à tout, donc au pire, comme le disait Dominique Trinquant. Mais d'un mot, puis je vous donne la parole, si la Russie décidait d'une contre-offensive générale et parvenait à prendre Kiev et parvenait à conquérir toute l'Ukraine, est-ce qu'on peut imaginer que l'OTAN ne franchirait pas un nouveau stade pour ne pas laisser faire? Alors là, je reprends la citation de l'ambassadeur Haro. Je crois qu'il a raison là, en disant « Nous sommes allés trop loin dans le soutien pour ne pas accepter une défaite ». Mais c'est vraiment une position politique. C'est-à-dire à quel moment, comment on va faire, etc. Mais pensez bien que nous nous sommes trop engagés pour ne pas accepter une défaite. Mais précision, ne pas accepter une défaite, ça voudrait dire dans ce cas-là engager des troupes au sol? Ça peut vouloir dire ça? Je répète, c'est une position politique qui ne se présuppose pas de où seront les troupes russes à ce moment-là. Est-ce que la défaite, ça veut dire qu'ils seront sur la frontière des pays baltes, de la Pologne, etc., etc. Ils ne rentrent pas dans ce détail-là. Mais je crois que politiquement, mais à la limite, c'est un signal en direction de la Russie. Oui, mais Jean-Dominique Merchet, notre ami, si une offensive russe réussit à prendre Kiev, si l'armée ukrainienne est sur le point de s'effondrer, la question se poserait, la question d'une intervention au sol des troupes de l'OTAN. Disons que les questions se poseraient. La question se poserait. Vous êtes d'accord? La question se poserait? La question se poserait. Les stratèges ont le devoir de la poser, d'anticiper cette hypothèse. Je n'y crois pas pour une raison assez simple. C'est que passer du HIMARS, du canon César, au blindé dit léger, puis au char lourd, c'est un changement de degré. Commettre des troupes au sol, c'est un changement de nature dans la confrontation. Et j'ajoute un élément... Et avec une puissance nucléaire. Oui, évidemment. Et quand on évoquait avec Quentin le déploiement de forces conventionnelles, n'oublions jamais que la dissuasion n'est pas que nucléaire. Oui. La dissuasion conventionnelle, ça existe. Et c'est, à mon avis, cette carte-là que joue l'OTAN aujourd'hui. Est-ce que la question se poserait, Galia, si la Russie relançait l'offensive et prenait l'Ukraine, prenait Kiev? Je pense à une chose. Il y a beaucoup d'experts qui pensent que l'armée ukrainienne aujourd'hui est probablement la meilleure armée de l'Europe. En tout cas, la plus aguerrie, la plus combative, la plus expérimentée, qui a non seulement derrière elle 1 an de guerre avec un adversaire 4 fois supérieur, mais aussi 8 ans dans le Donbass. Pour l'OTAN, aujourd'hui, cette armée, puisque nous avons défini la Russie comme adversaire, ou plutôt c'est la Russie qui nous a définis comme adversaire, l'Occident collectif, cette armée est un énorme atout. Et je pense qu'aujourd'hui, non seulement l'Ukraine est intéressée à avoir des armes occidentales, une aide occidentale, mais en fait, l'OTAN et les pays occidentaux, soit ils en sont conscients, soit ils en seront bientôt conscients, ne peuvent pas se permettre de perdre cette armée. Est-ce que ça signifie, ne peuvent pas se permettre de perdre cette guerre, que si la Russie, avec 200 000, 300 000 mobilisés en plus, les vagues successives comme on l'évoque,
arrive, et en passant par la Biélorussie, imaginons tous les scénarios, arrive à prendre Kiev, il faudrait que l'OTAN s'interroge sur l'envoi de troupes au sol? Non, je pense que l'OTAN doit s'intéresser beaucoup plus tôt. Il faut à tout prix empêcher l'armée russe de prendre Kiev. Donc avion, Ah. quitte à franchir de nouveaux paliers sur les armements. Bien sûr, les avions ne sont pas d'une utilité énorme, je le dis sous l'œil vigilant du général Trinquant, mais les moyens perfectionnés de la défense antiaérienne, les missiles solaires et sol-sol sont la nécessité, beaucoup de chars c'est la nécessité, etc. Mais il faut à tout prix empêcher la Russie à prendre l'Ukraine. Personne ne vous contredira. Et je dis encore une fois que parce que non seulement cette armée qui pourrait nous servir à l'avenir d'un meilleur rempart dans une autre guerre avec la Russie est perdue, c'est assez catastrophique. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, Galia. Personne n'imagine aujourd'hui, compte tenu du soutien occidental qui ne cesse de croître et de franchir les paliers, mais Vincent le disait, c'est une question de degré, pas de nature. Personne n'imagine que la Russie puisse conquérir Kiev. Mais si c'était le cas, est-ce que l'OTAN devrait s'interroger sur un changement de nature de cette guerre? Non, j'ai répondu que l'OTAN doit réagir avant. Bien Oui. avant, oui. Si une grande offensive sur plusieurs fronts de Moscou commence, ce sera peut-être le signal pour l'OTAN. Pour des troupes au sol? Probablement même pour les troupes au sol. Même si la Russie est une puissance nucléaire? Mais l'OTAN aussi a des armes nucléaires. La question n'est pas là. La dissuasion dans le conflit. Oui. Bon. Et vous, Alexandre? Anticiper. C'est ça le mot-clé. Parce que ce qui fait une faiblesse de l'Occident aujourd'hui, c'est que nous avons toujours, souvent en tout cas, un temps de retard. Donc nous sommes plutôt dans la réaction et pas dans l'anticipation. Rob Bauer, si je me trompe, pour me corriger, n'est pas le porte-parole officiel de l'OTAN. Non. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu, si on me permettait de dire, Andrei Melnik de l'OTAN, qui s'exprime presque à titre personnel. C'est-à-dire, c'est un lanceur d'alerte. Non, mais là, le général Trinquant nous dit, il ne le fait que dans une perspective défensive. La formulation de sa phrase pouvait être ambiguë. Le général Trinquant nous dit, c'est clair et net, c'est uniquement si l'OTAN était attaquée, alors elle est prête à une confrontation directe avec Moscou et rien d'autre. Il teste les limites, c'est-à-dire il peut se permettre, sans être le porte officiel de l'OTAN, ils peuvent se permettre des formules que, par exemple, le porte-parole officiel ne peut pas se permettre. Et ça nous renvoie à cette problématique que j'ai évoquée, il faut toujours anticiper. C'est une sorte de lanceur d'alerte, finalement, lanceur de ballon d'essai. Parce qu'aujourd'hui, et tout le monde peut constater, nous vivons dans un monde où la seule certitude, c'est l'absence de toute certitude. Et ce qui nous paraît aujourd'hui absolument impossible devient presque banal demain. Donc, c'est-à-dire toutes les lignes rouges que nous nous sommes fixées aujourd'hui sont complètement estompées. Et peut-être la seule ligne rouge qui reste, c'est justement la présence des troupes au sol. Et celle-là aussi vous semble franchissable? Justement, il teste les limites. Il teste les limites parce que aujourd'hui, il faut comprendre une chose, que nous ne pouvons plus nous permettre de permettre à Poutine de gagner cette guerre. Nous devons tout faire. À tout prix. À tout prix. Nous devons tout faire pour que l'Ukraine gagne. Parce que l'Ukraine, c'est nous. Et nous, c'est l'Ukraine aujourd'hui. Donc la guerre qui est déclarée par la Russie, d'ailleurs que les dirigeants russes ne cachent pas, c'est pas seulement une guerre contre un pays, c'est une guerre contre les valeurs occidentales. Et qui dit les valeurs occidentales, dit aussi le temps. Dominique, d'un mot. Juste la conclusion du chef d'État, enfin du président du comité militaire de l'OTAN, c'est « nous sommes prêts ». Et ça, c'est un message clair. Nous sommes prêts si nous sommes agressés. Prêts. Exactement. En cas d'agression. Exactement. Simplement, d'un mot, d'un point de vue technique et d'un point de vue de la doctrine de dissuasion, entre deux puissances nucléaires, est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait un conflit conventionnel, un conflit conventionnel, et au même moment, la dissuasion nucléaire perdurerait? Pour l'instant, ça n'est pas envisagé. Je veux dire, les puissances nucléaires ne peuvent pas s'affronter parce qu'elles, sinon elles rentreraient dans une possibilité d'escalade qui pourrait aller jusqu'au nucléaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est totalement exclu. Je crois qu'il y a un cas entre la Chine et la Russie
en 49, il me semble. Et entre la Chine et l'Inde, plus récemment, Oui, sur les sur les- hauteurs sur les frontalières, hauteurs. on s'est battu à coups de bâton. Alors que vous avez là 2 puissances nucléaires. Donc qui sait si on ne se battrait pas à coups de chars ou d'avions Non, justement pas. Pas de l'armement, parce que ça fait... Le bâton, vous mais pas commencez l'escalade. Vous commencez l'escalade tout de suite. Bon, merci beaucoup Dominique, Vincent, Alexandre et Galia d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au